Sous mandat 1.4. Donc, dans le cadre du traitement des eaux usées de l'usine agroalimentaire, il est nécessaire de condenser la vapeur d'eau générée dans les unités du procédé avant de pouvoir la traiter. Pour ce faire, il faut concevoir un échangeur de chaleur où de l'eau de refroidissement circule à l'intérieur des tubes qui sont en contact direct avec la vapeur d'eau. L'objectif de ce mandat est donc de déterminer la longueur nécessaire des tubes pour atteindre les conditions de sortie requises. Donc, voici les paramètres qui nous sont fournis pour résoudre le problème. Alors, on connaît le débit massique d'eau, le diamètre interne des tubes, la température d'entrée de l'eau de refroidissement, la température de sortie voulue et la température à la paroi interne des tubes. Alors, pour résoudre le problème, on a dû poser plusieurs hypothèses, comme par exemple qu'on est en régime permanent, que la conduite est lisse, donc il n'y a pas de perte par friction, qu'il n'y a pas de perte de charge dans le tube, que la température de la paroi interne est constante sur toute la longueur du tube, que l'échange est idéal sur les surfaces internes et que les propriétés du fluide de refroidissement sont constantes. Donc, je vais maintenant décrire les différentes étapes de la méthode de résolution. Alors, tout d'abord, il a fallu poser un bilan d'énergie. À gauche de l'équation, on remarque que ça correspond au transfert de chaleur totale grâce à la paroi chaude qui provient de la loi de refroidissement de Newton, où A, c'est la surface d'échange pi fois le diamètre fois la longueur de la conduite, et on a utilisé la différence de température logarithmique. À droite de l'équation, ça correspond à la différence entre la chaleur alimentée au système par le fluide entrant et la chaleur perdue par le fluide en sortie. Donc, en réarrangeant notre bilan, on obtient cette expression en fonction de la longueur. Donc, ensuite, le seul inconnu de l'expression qu'on a trouvé précédemment, c'est le coefficient de transfert de chaleur H. Pour l'obtenir, on a besoin d'utiliser la corrélation de Seder et Tate, qui nécessite d'utiliser les propriétés du fluide à leur température moyenne. Donc, on a alors trouvé le débit volumique et la vitesse d'écoulement de l'eau à cette température, qui était de 30 degrés Celsius. On a ensuite obtenu un nombre de Reynolds de 15 961, ce qui est plus grand de 2100, donc on sait qu'on est en écoulement turbulent, puis un nombre de Prandtl. Et avec ces valeurs-là, dans l'expression de la corrélation de Seder et Tate, on a pu obtenir la valeur du nombre de Nusselt de 124,6. Puis, selon la définition du nombre de Nusselt, on obtient finalement un coefficient de transfert de chaleur de 1502. Par contre, il faut faire attention parce que la corrélation de Seder et Tate est valide pour des nombres de Reynolds seulement au-delà de 10 000, ce qui est notre cas, et des nombres de Prandtl entre 0,7 et 17 000, ainsi qu'un ratio de longueur sur diamètre au-delà de 60, ce qu'on ne peut pas encore valider. Si on retourne maintenant à l'expression du bilan énergétique qu'on a trouvé avec la valeur du coefficient de transfert, on obtient maintenant une longueur de 7,86 mètres. Puis on peut alors valider que le ratio de la longueur et le diamètre est au-delà de 60, donc notre corrélation est valide. Pour la partie B du mandat, il fallait obtenir la longueur à partir des analogies de Reynolds et de Chilton-Colburn. Pour ces analogies, il est préférable d'évaluer les propriétés de l'eau à la température moyenne du film TF de 60 degrés. Donc, avec ces nouvelles propriétés, on a pu recalculer Reynolds, puis on a déterminé qu'on est toujours en régime en écoulement turbulent. Puis, sachant que justement, on est en écoulement turbulent et que la conduite est lisse, on a pu se servir de la corrélation de Blasius ici pour calculer le facteur de friction F. Ensuite, dans l'analogie de Chilton-Colburn, on s'est servi de cette partie de l'expression qu'on a isolée puis qu'on a réexprimée de cette façon-ci pour avoir calculé ce ratio. Puis, cette valeur-là a été rentrée dans le bilan énergétique qu'on a reformulé pour faire ressortir cette petite expression-là, qui nous a permis de calculer la longueur de 7,57 mètres. De la même façon, pour l'analogie de Reynolds, on a calculé encore cette expression-là qu'on a mis dans le bilan reformulé à partir du facteur de friction, puis on a obtenu une longueur de 3,60 mètres. Pour l'analogie de Chilton, on remarque qu'elle va être valide parce que le nombre de Prandtl qu'on a calculé se situe bel et bien entre 0,6 et 60, soit de 3,04. Par
Par contre, pour l'analogie de Reynolds, notre nombre de Prandtl n'est pas égal à 1, puis on est dans une situation où c'est un liquide et non un gaz. Donc on va savoir que cette analogie-là ne va pas être valide. Au final, en faisant varier le débit d'eau de 0,1 à 1 kg par seconde, on peut voir que la longueur nécessaire de l'échangeur de chaleur augmente avec le débit. En comparant les longueurs estimées par les deux analogies à la longueur calculée par corrélation, on remarque que l'analogie de Chilton est plutôt exacte, surtout pour de plus grands débits, mais que celle de Reynolds diffère grandement, donc n'est pas valide. Dans le sous-mandat 2.2, nous allons nous intéresser à la taille des bulles dans les distributeurs d'air du bassin B01. Donc dans le bassin B01, il y a des boues activées, et pour que la charge organique à l'intérieur soit dégradée, il faut un apport suffisant en oxygène qui est nécessaire à la survie et au bon fonctionnement des micro-organismes. La quantité d'oxygène contenue dans les boues est directement dépendante du diamètre des orifices diffuseurs d'air. Pour connaître ce diamètre, nous allons faire des tests en laboratoire qui permettent de déterminer la taille des bulles et donc le diamètre des orifices diffuseurs d'air du bassin en appliquant la méthode de Buckingham. Cette méthode nous permettra également de déterminer la tension de surface des bulles dans le réservoir. Donc pour les paramètres et hypothèses, nous avons utilisé la masse volumique des boues, la tension de surface du bassin, la viscosité des boues, le diamètre moyen des orifices des diffuseurs et la gravité. Nos hypothèses sont le régime permanent, que la gravité est la même dans le bassin et dans le laboratoire, et que le liquide qui est utilisé en laboratoire est de l'eau à 20 degrés, donc la masse volumique, la viscosité qui va avec, et que les propriétés de nos fluides sont constantes. Donc pour la méthode de résolution, nous avons utilisé la méthode de Buckingham. Donc nos variables répétées sont ρ, petit d et g, donc la masse volumique, le diamètre des orifices diffuseurs d'air et la gravité. Et nos variables non répétées sont mu, sigma et grand D, qui sont la viscosité, la tension de surface et le diamètre des bulles d'air. Donc ensuite nous avons trouvé pi1, pi2 et pi3, et nous avons pu obtenir un pi1 avec le nombre de Froude sur le nombre de Reynolds. Il s'agit d'un rapport de force, et lorsqu'au moins un des nombres adimensionnels est un rapport de force, on peut poser l'hypothèse de similitude dynamique. Ensuite, pour pi2, nous avons trouvé sigma divisé par ρ petit d au carré fois g, et pi3 grand D sur D. Donc comme nous l'avions dit dans les paramètres et hypothèses, le diamètre des bulles dépend du diamètre des orifices diffuseurs d'air. Finalement, grâce au nombre adimensionnel, nous avons pu établir des relations entre le prototype de laboratoire et le bassin d'aération réel, ce qui nous a permis de déterminer le diamètre moyen des orifices diffuseurs d'air du laboratoire, puis la tension de surface du laboratoire, pour enfin trouver la relation entre le diamètre des bulles d'air en laboratoire et dans le bassin d'aération réel, ce qui nous a permis de trouver que les bulles d'air dans le bassin d'aération réel auront un diamètre 2 fois plus grand que celui dans le prototype du laboratoire. Dans le sous-mandat 2.4, on s'intéresse à l'évaporation de l'eau dans le bassin d'aération B01. Les eaux usées égalisées sont pompées vers ce bassin afin que la charge organique qui contamine cette eau y soit dégradée. On s'intéresse donc à l'influence que le débit d'évaporation a sur cette opération unitaire. Pour ce faire, on étudie deux géométries différentes de bassins d'aération. La première géométrie, c'est un bassin d'aération aux parois latérales droites et l'autre, c'est un bassin d'aération aux parois latérales évasées. On pose plusieurs hypothèses qui faciliteront la résolution du problème. Tout d'abord, on suppose que le système est en régime permanent. Aussi, on suppose qu'un équilibre liquide-vapeur est établi dans le bassin d'aération de telle sorte que le liquide, donc l'eau,
a les propriétés d'un liquide idéal, et comme la pression d'opération du bassin d'aération est d'une atmosphère, c'est une basse pression, donc on peut supposer que la phase gazeuse du bassin d'aération est un gaz parfait. Aussi, on considère que l'évaporation est homogène sur toute la surface d'évaporation, malgré le fait que le gaz ait une vitesse plus faible à proximité des parois dans la réalité. Enfin, on considère aussi que la concentration en eau dans le mélange gazeux eau-air dans le bassin d'aération est constante, et cette concentration est donnée par la relation des gaz parfaits. Ensuite, concernant les conditions frontières. Les deux conditions frontières qu'on pose concernent la fraction molaire en eau dans le bassin d'aération. La première condition frontière, c'est pour la fraction molaire en eau à la surface de l'eau que l'on obtient par la relation de Raoult-Dalton, puisqu'on est dans le cas d'un équilibre liquide-vapeur. Cette fraction molaire sera donc égale au rapport entre la pression de saturation de l'eau à la température d'opération du bassin d'aération, qui est 25 degrés, qu'on divise par la pression d'opération du bassin d'aération, qui est d'une atmosphère. Donc, à une hauteur Z de 0 m, qui correspond à la surface de l'eau dans le bassin d'aération, la fraction molaire en eau est approximativement égale à 0,031. Aussi, on considère que comme le haut du bassin d'aération est suffisamment aéré, la concentration en eau y est négligeable. C'est pourquoi, à une hauteur Z égale à 2 mètres, ce qui correspond à la longueur H sur nos deux schémas, la fraction molaire en eau est nulle. Comme il s'agit d'un problème de transfert de matière, on utilise la loi de Fick. La loi de Fick nous permet de calculer le flux molaire total d'une espèce en fonction des contributions convectives et diffusives de cette même espèce dans le transfert de matière. En l'occurrence, le terme NBZ est nul car on considère que dans le bassin d'aération, la phase gazeuse est stationnaire. C'est ainsi qu'on obtient la loi de Fick simplifiée dans l'encadré. Ensuite, on cherche à déterminer l'expression de la surface d'échange dans le bassin d'aération. Dans le premier cas, où le bassin d'aération a des parois droites, la surface d'échange correspond tout simplement à la surface d'un rectangle. On multiplie donc tout simplement la longueur par la largeur et on trouve une surface d'échange qui est constante sur toute la hauteur et qui a une valeur de 16 mètres carrés. Par contre, pour le deuxième cas, pour le bassin d'aération aux parois évasées, la surface d'échange est fonction de la hauteur, comme on peut le voir sur la figure 2.4.3. Ainsi, on a commencé par exprimer l'angle alpha, qui est identifié en orange sur cette même figure, et ensuite par symétrie, on trouve l'expression de la largeur W en fonction de la hauteur Z. Ensuite, on multiplie cette largeur par la longueur L, et c'est ainsi qu'on obtient l'expression de la surface en fonction de la hauteur Z dans le cas du bassin d'aération aux parois évasées. Ainsi, on a tous les éléments qui nous permettent de calculer le débit d'évaporation dans les deux cas de figure, puisqu'en effet, le débit d'évaporation correspond au produit entre le flux d'évaporation total et la surface d'échange. Dans le premier cas, on multiplie tout simplement le flux d'évaporation par la surface d'un rectangle qu'on avait exprimé précédemment, et on rassemble d'un côté les composantes en Z et de l'autre côté les composantes en XA. On effectue l'intégrale entre les bornes Z0 et Z1 à gauche de notre équation, Z0 correspondant à la surface avec l'eau et Z1 correspondant au haut de notre bassin d'aération. Et après intégration, on trouve un débit d'évaporation total pour le bassin d'aération aux parois droites de 0,951 mol par heure. Dans le cas 2, étant donné que la surface d'évaporation est fonction de Z, l'intégrale est un peu plus complexe. De la même manière, dans l'expression du débit d'évaporation, on remplace le flux total par son expression qu'on a trouvée précédemment et la surface d'échange par son expression qu'on a aussi trouvée précédemment. Sauf que comme cette expression est fonction de Z, on va la passer à gauche de l'équation et on va intégrer selon dz entre les mêmes bornes que citées précédemment pour la gauche de l'équation. Et pour la droite de l'équation, pour la composante en x, on intègre entre nos conditions frontières qu'on a posées précédemment, à savoir x à 0, qui correspondait à la fraction molaire en eau à la surface de l'eau dans le bassin d'aération qu'on a trouvé avec la relation de Raoult-Dalton, et x à 1 qu'on a posé nul, qui est la fraction molaire en eau en haut du bassin d'aération. On trouve donc un débit d'évaporation pour le bassin d'évaporation aux parois évasées de 1,066 mol par heure. Enfin, le calcul du pourcentage de variation a permis d'observer que les pertes par évaporation augmentent de presque 11%
pour un bassin aux parois évasées par rapport à un bassin aux parois droites. Il faut quand même garder en tête que l'objectif d'un bassin d'aération, c'est de dégrader la charge organique qui est contenue dans les eaux usées. C'est un processus qui implique des réactions biologiques, impliquant des micro-organismes comme des bactéries qui utilisent l'oxygène pour effectuer ces dégradations. Il y aurait donc un certain intérêt à avoir une grande surface d'échange pour favoriser les échanges d'oxygène entre l'air et la matière organique et l'eau contenue dans le bassin. Cependant, l'un des objectifs de notre usine agroalimentaire, c'est de traiter les eaux usées afin de les rendre potables et de pouvoir les recirculer dans l'usine, et donc de faire des économies. Dans ce cas-là, il serait plutôt préférable de minimiser l'évaporation en choisissant le bassin ayant la plus petite surface d'évaporation et donc en choisissant le bassin ayant des parois droites.